un petit détour autour des problématiques d'estime de soi, parce qu'il y a certainement des collègues agrégatifs dans la salle, et c'est un des items du programme. L'estime de soi, c'est quoi? Si je me base sur Sarrazin et Trouillou, c'est la valeur qu'on s'accorde. Donc la valeur qu'on s'accorde va permettre de déterminer le niveau d'estime de soi. Si je m'accorde une haute valeur, je vais avoir une haute estime de moi-même. Et inversement. Et cette estime de soi, alors je ne veux pas rentrer dans tous les cadres, puisque ce n'est pas mon domaine de spécialité, elle peut être plus ou moins générale et plus ou moins spécifique. Par exemple, je peux avoir une haute estime de moi-même en EPS. Parce que globalement, entre guillemets, je suis bon en sport. Donc ça, c'est l'aspect général. Mais l'EPS, c'est aussi, il y a différentes APSA. Et peut-être je suis bon en handball, en basket, en relais vitesse, en escalade, mais peut-être je suis pas très bon en art du cirque. Et en art du cirque, j'ai une faible estime de moi-même. Donc l'estime de soi, ça peut être à la fois quelque chose de très général, et ça peut être quelque chose de très spécifique. Et les problématiques d'estime de soi font que, globalement, quand on a une faible estime de soi, ben on ne croit pas en soi. Parce qu'on s'accorde peu de valeur, on s'accorde peu de chances de réussite. Et quand on s'accorde peu de chances de réussite, il y a un processus machiavélique qui peut se mettre en route, c'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Alors l'impuissance apprise, c'est quoi? C'est un individu, un élève, qui a une faible estime de lui-même, qui est en EPS. Le prof lui propose une situation d'apprentissage dans une APSA où l'élève ne se sent pas forcément très compétent. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est, si je résume l'impuissance apprise par un slogan, c'est « de toute façon, j'y arriverai jamais ». Pourquoi? Parce que je ne me sens pas capable à la base. Donc de toute façon, j'y arriverai jamais. Et comme je me dis « de toute façon, j'y arriverai jamais », je m'investis pas vraiment dans la tâche. En tout cas, j'y mets pas beaucoup d'intensité, pas beaucoup de persistance. Et donc qu'est-ce que je fais? Vu que je suis pas à fond, vu que je m'investis pas beaucoup, j'échoue. Vu que j'échoue, je me dis je suis vraiment pas bon. Et on me repropose une situation, c'est je suis encore pire que ce que je pensais, donc je m'investis encore moins. Et j'échoue à nouveau, et ainsi de suite. C'est l'impuissance apprise, la spirale de l'échec. Donc c'est lié à des problématiques d'estime de soi. De toute façon, j'y arriverai jamais, je m'investis pas, ou peu, donc j'échoue. Donc ça confirme la faible estime que j'ai de moi-même, donc j'échoue, donc je m'investis encore moins, donc j'échoue à nouveau, et ainsi de suite. Et ça peut aller jusqu'à l'abandon pur et simple. Et donc ça, ces problématiques d'estime de soi font que, globalement, ça peut aller jusqu'à développer ce qu'on appelle des sentiments d'incompétence. Sentiment d'incompétence, c'est « moi, je suis nul en EPS ». Pourquoi? Parce que j'ai été nul en art du cirque, j'ai été nul en handball, j'ai été nul en natation. Donc, quelle que soit l'activité qu'on me propose derrière, même si c'est une activité que j'ai jamais pratiquée, même si c'est une activité où toute la classe est débutante, de toute façon, j'ai été mauvais avant, pourquoi je serais mauvais maintenant? Ça, c'est ce qu'on appelle le sentiment d'incompétence. Il y a une certaine forme de contamination psychologique où le gamin, il n'a même pas essayé, que déjà, avant de commencer, il se dit qu'il n'y arrivera pas. Et certainement, il n'y arrivera pas. Donc ça, c'est les problématiques autour de estime de soi et impuissance apprise. Et pour revenir sur des choses que je maîtrise un petit peu plus, je vais essayer d'analyser et après de faire des propositions autour de la notion de croyance. Donc la notion de croyance renvoie à des théories qu'on appelle les théories profanes ou naïves. Alors c'est quoi les théories profanes ou naïves? Ce sont des théories que les individus construisent eux-mêmes pour expliquer les événements. Je vous prends un exemple beaucoup plus clair pour essayer de comprendre, c'est je joue au tennis, j'ai mon caleçon fétiche que j'ai depuis 12 ans, et si je joue pas avec mon caleçon fétiche, je vais perdre. Ça, c'est typiquement théorie profane ou théorie naïve. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais été prouvé qu'un caleçon fétiche avait une influence radicale sur la performance. Ou alors, le joueur qui va dire « je rentre toujours sur le terrain avec le pied droit ». Ça, c'est des théories profanes, des théories naïves. Ce sont des croyances construites par les individus. Et donc là, globalement, avec ces théories-là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne s'intéresse pas uniquement aux résultats de l'action, on va s'intéresser à ce que l'individu explique comme cause de ce résultat. Je vais vous prendre un exemple. Je reprends le tennis.
un élève, je vais prendre tennis, on va prendre du tennis de table pour faire un truc association sportive. Tennis de table, association sportive. Vous avez un élève qui était à fond en début d'année, 2 mois, il vient à tous les entraînements, il est vraiment motivé, il met de l'intensité. Et puis, petit à petit, il vient de moins en moins. Donc il s'entraîne moins. Puis arrive une première compétition. L'élève vient à la compétition, il perd. Plutôt que de dire mais j'ai perdu parce que ça fait 1 mois que je m'entraîne plus sérieusement à la S, il va peut-être adopter d'autres explications qui sont ah mais t'as vu la lumière qu'il y avait dans ce gymnase? C'était impossible de jouer. Moi quand il y a des conditions comme ça, j'arrive pas à jouer au tennis de table. Et donc là, on va s'intéresser dans ces théories-là à ce que dit l'individu pour expliquer un résultat, mais qui n'est pas forcément la vérité. Et donc on va voir, et notamment là je vais revenir encore plus sur l'EPS, c'est que globalement, on va voir qu'un élève qui attribue un résultat, et notamment un échec, à une cause interne, stable et non modifiable, comme par exemple l'habileté. Donc un élève qui va attribuer un échec à des causes internes, c'est-à-dire c'est moi, stable, ça ne bouge pas, et incontrôlable, c'est-à-dire je ne peux rien y faire, ben c'est un élève qui va avoir une baisse de motivation. Ça, c'est typiquement les élèves qui vont vous sortir de toute façon, moi je ne suis pas bon en. Et bien ces élèves-là, ce sont des élèves à surveiller encore plus que les autres, et peut-être à adopter certaines modalités un peu particulières que j'évoquerai tout à l'heure, parce que c'est des élèves qui ont une estime de soi au ras des pâquerettes. Parce qu'ils pensent que c'est leur habileté en EPS qui fait qu'ils échouent. Et vu que l'habileté c'est quelque chose d'interne, de stable et d'incontrôlable, eh ben, on ne peut rien y faire. Donc vu qu'on ne peut rien y faire, on tombe dans l'impuissance apprise. Par contre, si l'élève attribue son échec, ou si vous, en tant qu'enseignant, vous attribuez l'échec de l'élève à une cause interne, c'est-à-dire c'est lui, instable et contrôlable, comme par exemple l'effort, et bien là, on peut envisager derrière des pistes d'évolution. Donc un élève qui échoue, ça va être « ouais mais là tu n'étais pas à fond, là tu peux faire mieux, là tu peux faire différemment, là tu peux faire comme ça, mets ton bras comme ça, mets ça ». Pourquoi? Parce que là globalement, c'est l'effort qu'il a fait qui explique son échec. Donc l'effort c'est quelque chose qu'on peut contrôler, c'est quelque chose qu'on peut faire évoluer. Alors que l'habileté, au sens, on va le voir le plus strict, c'est quelque chose qui semble du domaine du dos. Et donc pour aller un petit peu plus loin, et après, comme tout à l'heure, passer à des propositions un peu plus concrètes, je passe par une théorie qui est peu connue en EPS, qu'on voit jamais, voilà, que les choses soient claires, qu'on voit jamais, qui est une théorie basée sur les théories implicites, et ce qu'on appelle les conceptions de la nature de l'habileté sportive. Alors les conceptions de la nature de l'habileté sportive, pour faire simple, c'est on va s'intéresser aux croyances des individus sur cette fameuse habileté sportive au sens large. Et donc les recherches montrent qu'il y a 2 grandes conceptions de l'habileté sportive, 2 grandes croyances. Donc c'est pas la vérité, c'est ce que croient les gens. C'est que soit il y a ce qu'on appelle une conception entité. Une conception entité, ça signifie que l'habileté sportive, c'est un don, c'est quelque chose de génétique, c'est quelque chose qui n'est pas modifiable. Je vous prends un exemple, j'avais lu sur l'équipe.fr une interview de Cristiano Ronaldo qui disait « Dans mon berceau, j'étais déjà footballeur ». Ça, c'est typiquement une croyance autour du don. L'habileté sportive, je suis illuminé, j'ai cette habileté, c'est comme ça, c'est génétique, moi je suis élu. Si on dépasse le PS, la bosse des maths, j'ai la bosse des maths, moi je suis un matheux, ou j'ai pas la bosse des maths. Et bien figurez-vous qu'il y a des chercheurs en neurosciences qui ont cherché la bosse des maths, avec des IRM, des scanners cérébraux, des choses comme ça, mais ils l'ont jamais trouvé. Ils l'ont jamais trouvé, et pourtant je peux vous dire qu'ils ont cherché. Et bien ça c'est typiquement les croyances autour de l'habileté sportive. C'est « ouais mais moi de toute façon je suis pas bon en sport ». Moi, de toute façon, les sport co, moi, je suis pas bon en sport co. Et donc là, ça, c'est une première conception qu'on peut avoir. La deuxième conception qu'on peut avoir, c'est une conception incrémentielle de l'habileté sportive. C'est une croyance que l'habileté sportive, elle est améliorable, elle est modifiable, avec le temps, avec les efforts, avec l'entraînement.
et que, en gros, si je travaille, je vais y arriver. Donc ça, c'est des croyances. On peut avoir soit que la croyance entité, soit que la croyance incrémentielle, ou on peut avoir les deux en même temps. Mais la réalité, et la réalité physiologique, la réalité psychologique, c'est que l'habileté sportive, c'est à la fois de la génétique et de l'entraînement. Il y a de la génétique parce que il y a des choses que vous ne pouvez pas forcément changer d'un point de vue de la répartition de vos fibres musculaires ou alors dans une proportion réduite. Donc il y a de la génétique, mais il y a aussi de l'entraînement. Vous pouvez naître avec un VO2 max monstrueux, si vous ne vous entraînez pas, vous n'en ferez rien de bien d'un point de vue sportif. Donc la réalité, c'est que c'est les deux. Sauf qu'il y a tout un tas de personnes, et notamment tout un tas d'élèves, qui pensent que, mais non, moi je ne suis pas fait pour faire de l'EPS. Et donc sur le petit, c'est un extrait d'un PowerPoint, là, sur le petit document, je ne sais pas si c'est bien lisible, vous avez Nadal et Federer. Si je prends Nadal et Federer, c'est que j'avais pris un extrait d'un journal espagnol qui disait Nadal sait parfaitement que Federer a plus de talent inné pour le tennis que lui. Les démons de la jalousie ne l'assiègent donc pas, il travaille encore plus. Pourquoi? Parce que dans l'image populaire, dans les croyances populaires, Nadal, c'est le bourreau d'entraînement. Federer, c'est le talent. Là aussi, petite lecture de journaliste sur, je ne sais plus, Eurosport ou quelque chose comme ça, qui disait Federer est né avec son revers. Mais ça se trouve, Federer, il s'entraîne en termes de quantité beaucoup plus que Nadal. Mais d'un point de vue de la croyance des gens, Nadal, c'est le bourreau d'entraînement, alors que Federer, c'est le talent. Mais en EPS, le problème, c'est que les élèves qui pensent que l'habileté sportive est due au talent et due à la génétique, ce sont soit des élèves qui ont une très haute estime d'eux-mêmes, parce que eux, ils ont été élus des dieux, donc le talent, ils l'ont, donc ils sont bons en EPS. Et il y a tout un tas d'élèves qui se disent, moi, je n'ai pas été élu, au contraire, j'étais oublié, lamentablement oublié, et donc moi, je n'ai pas cette habileté-là. Et vu que je n'ai pas cette habileté-là, je ne me sens pas compétent. Vu que je ne me sens pas compétent, j'ai une faible estime de moi. Comme j'ai une faible estime de moi, j'essaye pas vraiment. Donc j'échoue, donc j'essaye encore moins. Et on tombe dans la spirale de l'impuissance apprise. C'est pour ça que je fais ce petit détour par les théories sur la conception de l'habileté sportive. C'est pour essayer de comprendre le processus qui fait qu'un gamin il vous dit, de toute façon, moi j'y arriverai pas. Alors qu'est-ce qu'on pourrait tenter pour ces élèves-là? Alors je ne sais plus qui avait écrit « Tout apprentissage débute par un échec ». C'est vrai, parce que si on n'échoue pas, c'est qu'on n'a rien à apprendre. Mais pour des gamins qui, 1, échouent tout le temps, et 2, pour des gamins qui ne se sentent pas compétents dans l'activité ou dans la situation que vous leur proposez, débuter par un échec, ça les confronte à leurs difficultés encore plus. Et donc là, je vais essayer de renverser le processus en disant, et si l'apprentissage, pour ces types d'élèves en grande difficulté, commençait plutôt par une réussite, plutôt que par un échec. Et donc pour ça, je vais proposer 3 pistes. La première piste, c'est de diminuer volontairement, au début d'un cycle, le critère de réussite. Donc diminuer volontairement le critère de réussite. Ce que j'ai pu écrire en appelant ça soit la réussite provoquée, soit la réussite démagogique. C'est-à-dire en tant que prof, je fais exprès de proposer aux élèves quelque chose de trop facile. Je vous prends un exemple. Vous êtes en tennis de table avec vos gamins et vous travaillez comme tout à l'heure sur jouer à droite, jouer à gauche. Et vous leur dites, vous faites un match en 11 points et il va falloir marquer un certain nombre de points dans ces zones-là pour obtenir un bonus à votre score à la fin. Sauf que dans cette classe-là, vous avez tout un tas d'élèves pour qui le tennis de table, c'est mon 3e cycle, je suis toujours mauvais et je serai toujours mauvais en tennis de table. Donc, marquer 5 points dans les zones, mais il est fou, le prof, j'y arriverai jamais. Donc, j'y arrive jamais, j'essaye pas, et on continue la partie de théorie. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ces élèves-là? Ce serait volontairement diminuer le critère de réussite au début, en disant, aujourd'hui, pour avoir le bonus, il faut marquer 1 point. C'est démagogique. Pourquoi? Parce que, globalement, sans faire exprès, tous les élèves, à un moment, vont envoyer une balle sur le côté de la table, et vu que l'élève d'en face est en difficulté aussi, le fait d'envoyer sur les côtés, ça va souvent marquer le point. Donc tous les élèves, plusieurs fois dans la séance, vont pouvoir avoir le bonus à la fin. Donc l'idée, c'est de passer de toute façon, j'y arriverai jamais, à pourquoi pas essayer, peut-être pour une fois, je vais pouvoir réussir. Avec l'idée de commencer par quelque chose de volontairement trop facile. Donc je présente les 3 éléments, puis après je vais discuter avantages et inconvénients de ces 3 éléments.
Deuxième piste, pour des élèves en difficulté. Donc première, je diminue volontairement au début d'une séquence d'enseignement le critère de réussite pour que tous les élèves puissent l'atteindre à un moment ou à un autre. Deuxième piste, je vais adopter une progressivité de la difficulté. Et donc par exemple, je vais prendre une autre forme de problématique d'estime de soi autour de la prise de risque psychologique. Et je vais prendre une activité bien caractéristique, la danse. Pour tout un tas on va prendre les bons cas, c'est-à-dire cycle de danse, classe de 4e, mixte. Donc il y a tout pour plaire. Et donc globalement, avec des élèves pour qui la danse, c'est leur premier cycle. Et donc là, première leçon, vous les faites travailler sur une petite phrase chorégraphique, et puis à la fin, vous les faites présenter devant tout le monde. Pour tout un tas d'élèves. Ça, c'est au mieux extrêmement difficile, au pire, à un moment, émotionnellement, ça peut être ravageur. C'est-à-dire, c'est des gamins qui vont vous en parler 10 ans plus tard, en disant que ce jour-là, c'était le jour où je me suis pris la plus grosse honte de ma vie devant tout le monde, où j'avais en face la copine avec laquelle je voulais sortir, et puis de toute façon, je pense que c'est perdu à vie, vu la honte que je me suis tapée devant tout le monde. Et là, globalement, ces élèves-là, si je les confronte d'entrée à cette difficulté psychologique, il risque d'y avoir tout un tas de refus. Et donc là, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Faire cette fameuse progressivité de la difficulté. Ce serait, au début, vous étiez par groupe de 4, vous construisez votre phrase chorégraphique, et à la fin, vous allez présenter, et vous allez présenter devant un autre groupe de 4, mais que vous allez vous-même choisir. Et quand vous avez choisi un groupe, globalement, alors c'est l'inconvénient du PowerPoint, mais là je vais faire le petit schéma. J'ai mon gymnase ou ma salle de danse qui est comme ça, je le sépare avec des diagonales, et quand on est spectateur, on est le groupe de 4 et qu'on regarde un autre, on est vers le centre, et on regarde toujours vers l'extérieur ceux qui sont en train de présenter la séquence chorégraphique. Comme ça, ceux qui sont au public ici, ils regardent par là, ceux qui sont au public ici, ils regardent par là, ceux qui sont au public ici, ils regardent par là. Comme ça, je ne regarde pas à côté. Puis le prof, bizarrement, il est par là. Comme ça, il peut regarder et puis mettre des gentils petits taquets s'il y en a qui se retournent. Parce que pour ce moment-là, pour ces élèves-là, qui sont en grande difficulté, qui ne veulent pas faire, j'essaie de faire quelque chose pour les mettre en situation facilitante. Et petit à petit, au fur et à mesure des leçons, on va augmenter quoi ? On va augmenter le nombre. Et ou les relations entre les groupes. C'est-à-dire que, par exemple, à la leçon numéro 2, c'est maintenant, vous choisissez 2 groupes de 4. Et donc, quand vous présentez aux 2 groupes de 4, après, vous tournez, et tout le monde présente sa phrase chorégraphique. Troisième leçon, allez, on revient sur un groupe de 4. Mais ce coup-ci, c'est le prof qui choisit. Alors, comme vous n'êtes pas un prof complètement idiot, qu'est-ce que vous faites ? Vous évitez de choisir l'ennemi intime de la classe de tel élève et de les mettre ensemble. Mais globalement, maintenant, c'est plus les élèves qui choisissent, c'est le prof. Et petit à petit, on augmente le nombre pour, je ne sais pas quand, ça dépend des classes, à la 3e leçon, à la moitié du cycle, un petit peu plus tard, pouvoir présenter devant tout le monde. Mais c'est tellement plus facile d'un point de vue du sentiment de compétence, d'un point de vue de la démonstration de sa compétence, si je renvoie la motivation d'accomplissement, c'est tellement plus facile de le faire à la 3e, 4e ou 5e leçon, de présenter devant tout le monde, quand on a eu le temps d'apprendre des choses, que ça risque de limiter les risques de rejet qui étaient identifiés au préalable. Troisième piste, c'est essayer de noyer cette difficulté de l'échec dans quelque chose de collectif, dans une activité collective. Et donc là, je vais prendre un exemple. Alors, pas une des activités les plus glamour par excellence, c'est le pentabon, le multibond, et on va le voir dans le pentabon. Et là, premier cycle de pentabon avec vos gamins, première leçon, c'est 8h du matin, il ne fait pas très chaud. Et donc là, c'est pas l'activité qui, a priori, mobilise le plus les élèves. Surtout des élèves qui n'aiment pas trop le PS. Et aujourd'hui, après un échauffement, la situation que vous pouvez leur présenter, c'est aujourd'hui, on va battre le record du monde. Je vous ai matérialisé le record du monde du triple saut, par rapport à la planche. Et donc aujourd'hui, on va essayer de battre le record du monde, voire de l'exploser. Alors des élèves pas forcément motivés, des élèves qui ont une faible estime d'eux-mêmes, et le prof il arrive en se disant aujourd'hui on va battre le record du monde. Globalement les élèves se disent c'est bon, il a pété une pile le prof, il nous a pas vu quoi, il nous connaît pas. Sauf que le record du monde on va le battre à plusieurs. Et donc là les élèves, vous leur dites vous vous mettez par 3, si vous avez des élèves vraiment en difficulté vous les mettez par 4, et vous leur dites voilà, vous leur expliquez les rotations, qui sautent, qui mesurent, qui ratissent. Et aujourd'hui, on va battre le record du monde
Vous allez chacun faire 6 sauts dans la séance. Vous allez les noter là sur la petite fiche qui va permettre de mesurer. Et on va garder le meilleur de vos 6 sauts pour chacun des membres du groupe. À la fin de la leçon, on additionne les 3 ou les 4 meilleurs sauts. Et il faut avoir battu le record du monde. Mais là, d'un point de vue motivationnel pour des gamins qui réussissent pas grand-chose en EPS, c'est vous mettez qui vous voulez. Et donc le fait de se mettre avec qui on veut va peut-être très facilement engendrer certaines motivations pour certains élèves. Et qu'est-ce qui se passe quand on leur dit vous mettez qui vous voulez? Les plus forts, ils se mettent avec les plus forts. Les plus en difficulté avec les plus en difficulté. Puis après, il y a le ventre mou de la classe où c'est toujours un petit peu plus long. Avec ce dispositif-là, on est bien sûr de la réussite provoquée, parce que même pour des élèves, le premier jour d'apprentissage du pentabond, globalement, le record du monde, tout le monde va le battre. Et juste pour la petite anecdote, qui est peut-être un de mes meilleurs souvenirs de prof d'EPS, d'une classe où j'étais professeur principal, avec une gamine qui effectivement n'était pas très forte en EPS, je reçois la mère le soir pour la réunion parents-prof, qui me parle de sa fille en général, et à moi elle dit, je peux vous poser une question sur l'EPS, alors pour une fois dans les profs principales, on fait un petit sourire, allez-y, faites-moi plaisir, et elle dit, vous savez ma fille, moi elle n'est pas forte en sport, et elle m'a dit que la semaine dernière, elle a battu le record du monde du triple saut. Et là, je lui ai dit, c'est vrai. C'est-à-dire que dans cette... Vous imaginez qu'une gamine qui aime pas trop l'EPS, quand elle rentre chez elle, elle dit qu'elle a battu le record du monde. Pourquoi ? Parce que pour une fois, quand on réussit quelque chose, alors qu'on réussit jamais rien, et là, on essaye de plus être dans l'impuissance apprise, mais on essaye d'être dans une forme de puissance acquise. Pourquoi ? Parce que j'ai réussi quelque chose alors que je réussis jamais rien, donc peut-être que la fois d'après, je vais retenter, et si le prof il a fait évoluer un tout petit peu le niveau de difficulté, mais pas trop, je vais réussir à nouveau. Donc je vais m'investir un peu plus, peut-être réussir à nouveau. Et donc là, au lieu d'être dans une spirale de l'échec, on est plutôt dans une spirale où on va essayer petit à petit, progressivement, de monter le critère de réussite. Et pour ça, je vais faire, et je vais presque terminer là-dessus, je vais faire deux remarques. La première remarque, c'est que si vous en restez à des critères de réussite qui sont simplissimes, qui sont provoqués, qui sont démagogiques, alors c'est génial pour ces élèves-là d'un point de vue motivationnel, sauf que vous ne faites pas votre boulot de prof d'EPS. Le boulot de prof d'EPS, c'est bien de faire acquérir des compétences, de développer les élèves, de leur permettre d'apprendre des choses qu'ils ne savaient pas faire avant. Or, avec ces dispositifs-là, on leur propose quelque chose qui est volontairement trop facile. Donc si vous en restez dans tout le cycle à ça, à la fin, vous n'aurez pas fait votre boulot. Et à la fin, le gamin, vous ne pouvez pas lui mettre 15 sur 20. Même si au début, il ne voulait rien faire et puis à la fin, il participe, si ce que vous le proposez, c'est tellement facile, à la fin, il se prendra une sale note. Et là, le gamin, vous l'avez perdu définitivement. Donc, toute la compétence du prof d'EPS, ça va être petit à petit de faire augmenter ce niveau de difficulté et peut-être de ne pas le faire augmenter à la même vitesse en fonction des élèves. Pour, à un moment dans le cycle, quand on se rapproche de la moitié du cycle, arriver à la confrontation, à une difficulté qui fait que si j'apprends pas quelque chose de nouveau, là je ne vais pas pouvoir surmonter la difficulté ou je ne vais pas pouvoir atteindre le critère de réussite. Donc ça c'est la première précaution. Et la deuxième précaution, j'ai fait attention là quand je parlais, de bien parler des élèves en difficulté, des élèves qui ne veulent pas, des élèves qui ne se sentent pas compétents. C'est-à-dire que globalement, si vous avez une classe où il n'y a pas ces problèmes-là, mais ne faites surtout pas une réussite provoquée ou surtout pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en a pas besoin. Ce serait perdre du temps, ce serait perdre 2-3 leçons de d'EPS avec des gamins où globalement, cette confrontation à l'échec ne leur pose aucun problème. Ou en tout cas, ils la vivent bien et ils sont dans une logique en disant « Oui, mais moi, de toute façon, je suis plutôt sur une croyance incrémentielle. La croyance incrémentielle, c'est de toute façon, même si j'échoue, si je fais des efforts, je vais y arriver à un moment ou à un autre. » Donc avec une classe qui ne poserait pas ces problèmes-là, ce serait une perte de temps de faire ce que je vous ai proposé avant. Mais par contre, pour un certain nombre d'élèves qui sont en grande difficulté, peut-être essayer ce genre de choses et un moyen, en tout cas, d'essayer de les mettre au boulot. Moi, c'est ce que j'appelle la pédagogie de l'étincelle. Alors, c'est pas un truc qui est publié ou quoi que ce soit, mais c'est la pédagogie de l'étincelle. Si je donne pas l'étincelle, je vais rien pouvoir allumer derrière. Donc, avec cette réussite provoquée et cette augmentation très progressive de la difficulté pour, à un moment, arriver à la confrontation à un obstacle qui nécessite de réels apprentissages, ça va prendre un certain temps. Mais c'est plus facile de se confronter à un obstacle qui nécessite un apprentissage quand ça fait 3 leçons que je réussis plein de choses.
alors que de se confronter à un obstacle la première fois, la première séance du cycle, alors que je réussis pas grand-chose en EPS avant, c'est pour moi un des meilleurs moyens de se couper de tout un tas d'élèves qui ne savent pas encore, qui sont capables de le réaliser. Donc pour conclure, je vais terminer en disant que pour moi, étudier les théories de la motivation, ça permet deux choses d'un point de vue professionnel. Un premier point, c'est essayer de comprendre les réactions des élèves. Donc la première finalité des théories de la motivation appliquées au domaine professionnel de l'EPS, c'est essayer de comprendre les réactions des élèves. Et en les comprenant mieux, ça m'amène à la deuxième finalité, c'est essayer, alors je ne vais pas dire de mieux intervenir, mais en tout cas d'intervenir différemment, de se poser des questions. Et donc en tout cas, moi l'objectif de mon intervention ce soir, c'était surtout pas d'apporter des solutions, mais de se poser des questions. Et donc pour terminer, je vais citer, c'est une de mes citations préférées, de Louis le Grand, qui est décédé il y a peu de temps, qui dit « Tant que l'école restera indifférente aux différences des élèves, beaucoup d'élèves resteront indifférents à l'école. » Je termine là-dessus en faisant deux remarques. La première remarque, c'est quand vous voyez la date de la citation, c'est 1983. Et deuxième remarque, c'est malheureusement toujours d'actualité. Et celles et ceux qui peuvent changer quelque chose pour que ce qui a été dit il y a 30 ans, ça puisse s'opérationnaliser, les seules personnes qui peuvent le faire, c'est les collègues d'EPS dans la salle, c'est les institutionnels qui sont là, et c'est les étudiants, futurs collègues. Je vous remercie pour votre attention.